Sur RMC et BFM TV, nous recevons Bassam Tanan, franco-syrien. Vous êtes professeur dans de nombreuses écoles et institutions, Henri IV, l'École nationale supérieure des techniques avancées, et puis aussi vous êtes chercheur associé au CNRS, et vous êtes également porte-parole du collectif pour la Syrie. Avant de parler de tout ça, peut-être, je sais que vous êtes originaire d'Alep, vous avez de la famille à Alep. Au moment de cette bataille décisive, est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches ? Oui, je viens de les avoir juste avant d'entrer dans ce studio. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que les rebelles, formés de l'armée libre, d'islamistes barbus, de mercenaires de l'internationale islamiste, il y a un agglomérat de gens qui se battent à l'intérieur d'Alep. Chacun ne vise pas le même but. Alors, ce qui se passe, c'est que Alep est entouré par plusieurs ceintures de soldats loyalistes. De l'armée de Bachar el-Assad. De l'armée de Bachar el-Assad, il y a à peu près 3 armées, c'est-à-dire entre 45 et 50 000 hommes. À peu près un 8e ou un 9e de l'armée syrienne. C'est pour cela que le gouvernement a dit c'est la mère des batailles. Ils savent très bien que si Alep tombe, c'est la capitale économique, c'est la ville qui n'a jamais pratiquement vraiment manifesté contre Assad, c'est la ville où il y a beaucoup de minorités, il y a une forte minorité chrétienne aussi. Alors, les islamistes et les rebelles et l'armée libre essayent d'anticiper, avant que l'étau ne se resserre sur eux, de rayonner dans la ville et de s'attaquer à, si vous voulez, des objectifs d'infrastructure. Par exemple, cette nuit, ils ont tenté de prendre la commande d'une centrale électrique. Ils ont échoué. Ils essayent de rayonner. Mais tous les quartiers chrétiens d'Alep sont entourés par des unités spéciales suite aux menaces reçues sur Internet de certains. Je dis, il y a des gens qui se battent, qui ne veulent pas de mal du tout aux chrétiens. Mais vous savez, c'est un peu une situation chaotique. Déluge de bombes cette nuit, je crois que vous me disiez. Déluge de bombes qui continue par intermittence et les gens sentent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors sans doute, les rebelles ont peur que l'armée syrienne loyaliste n'entre dans Alep par plusieurs vagues successives et les étouffe vraiment, voyez-vous. Alors, le point, si vous voulez, stratégique qu'ils sont en train de perdre, c'est le quartier Anano qui est carrément bombardé et réduit à plat par des missiles d'une demi-tonne. Tirés par des MiG. Voilà, tirés par des MiG. Mais ceci dit, toute la nuit, on a entendu des bruits de missiles, de mitrailleuses lourdes d'hélicos, de mitrailleuses lourdes de l'OTAN. On connaît, grâce, vous savez, les bruits, on sait que l'arme tire. Il y a des experts... Mais l'OTAN a des armes là-bas qui tirent L'OTAN, apparemment, a armé, vous voyez, des rebelles, et on voit sur les photos que ce sont des armes que ne possède pas l'armée syrienne. C'est facile à savoir. Donc ça veut dire qu'il y a des armes qui rentrent, peut-être même des services, des forces spéciales, des services secrets occidentaux. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont reconnu officiellement avoir doté selon eux, n'est-ce pas, les libérateurs de la Syrie, d'armes. Ça, c'est une vérité du domaine public aujourd'hui. Tout le monde l'admet. Alors peut-être que la Turquie, proche de l'OTAN, a aussi essayé de fournir les combattants. La Turquie aussi est un parti important dans cette bataille. Alors le Premier ministre Riyad Hijab a rejoint l'opposition. Il est parti en Jordanie avec sa famille. Il a dénoncé un génocide, ce qui a fait dire aux Américains hier que Assad avait perdu le contrôle de la Syrie. Vous croyez que c'est exact? Je ne crois pas. Je vais vous expliquer, permettez-moi, qui est ce Premier ministre. C'est un apparatchik du Baas qui a profité, tout comme l'ambassadeur syrien d'Irak qui a aussi démissionné, ils ont ça en commun. C'est que les deux sont des fils de chefs de tribu. L'un de la tribu de Sakhné à Deir ez-Zor et l'autre d'Aguedat qui est entre Deir ez-Zor et la frontière irakienne.
Ces deux ont profité du pouvoir. Peut-être, alors vous voyez, la logique tribale, vous qui êtes sociologue et qui avez fait l'ESSEC, la logique tribale veut que un individu obéit à sa tribu. Or là, la tribu de ce Premier ministre était bombardée à Deir ez-Zor. Donc il était obligé d'être solidaire de voilà, ses origines. De ses origines. Et puis il n'a pas voulu, peut-être, il s'est rendu qu'on se servait de lui comme un pion. Et il a, effectivement, c'est pour cela, si vous voulez la chute d'Assad rapide, automatiquement, on fait un raccourci, on dit ça y est, Assad est tombé. Mais c'est plus compliqué que ça. Voilà. Est-ce que d'abord vous nous décrire un petit peu, vous disiez que c'était un attelage un peu disparate, cette rébellion, certains l'appellent cette armée de libération. Il y a quand même des gens sincèrement convaincus qu'il faut mettre à bas la dictature de Bachar el-Assad. Sûrement. Dans ces rangs de combattants, il y a de tout. Mais malheureusement, vous voyez, la ville, les citadins d'Alep ne peuvent pas prêter main forte à des mercenaires venus d'Afrique, venus d'Afrique du Nord. Il y a eu une dame tunisienne qui a vu le cadavre de son fils à la télé syrienne, qui n'était même pas au courant. Donc, il faut pas se cacher la vérité. Il y a une internationale islamiste en ce moment dont se servent les États-Unis pour casser la Syrie. Et ça, c'est un autre problème. Et dont se sert aussi Bachar el-Assad pour dénoncer le caractère peut-être islamiste de cette révolution. C'est une arme à double tranchant, ouais. si vous voulez. Pour Assad, il dit c'est un complot. Moi, je ne crois pas que ce soit un complot, parce que la Syrie et l'axe anti-américain est dans le collimateur de l'Occident, des États-Unis et d'Israël bien avant le printemps arabe, voyez-vous. Mais avec le printemps arabe, forcément, c'est une occasion en or pour les Américains d'intervenir, de dire oh, on ne pouvait pas rêver mieux. Et c'est là où on voit un peu l'hypocrisie des États-Unis et de l'Occident. Appelons un chat un chat. Au moment où ils envoient Kofi Annan, Clinton dit aux rebelles de ne pas déposer les armes. Armes. Au moment où on dit à Kofi Annan il faut essayer de convaincre le gouvernement syrien, ils ne disent pas, n'est-ce pas, à la rébellion de déposer les armes, d'essayer de négocier. Dès le début, le Club de Paris a fait comprendre à Alain Juppé, ou pas comprendre, convaincre que la Syrie, c'est comme la Libye, ça va tomber en quelques jours. Et certains se voyaient déjà ministres en Syrie avec le tapis rouge déroulé. Je crois qu'on s'est trompé. La Syrie n'est pas la Libye. La Libye ne présentait pas stratégiquement. Et c'est quoi? C'est un puits de pétrole. Permettez-moi un peu de simplifier. Mais la Syrie est un pays lourd d'histoire. C'est le début, le berceau de l'humanité. C'est le début de l'alphabet. C'est des partis politiques du début du XXe siècle, fin 19e, le réveil arabe, le parti basse, Michel Aflaq. On peut pas. Ils tiennent le Hezbollah. Alors, comme on n'a pas réussi à désarmer le Hezbollah, c'était une occasion justement de coincer le Hezbollah en s'attaquant à la Syrie. Il faut replacer cette guerre syrienne, pas simplement dans le cadre du printemps arabe, mais de la lutte Est-Ouest. Ça explique pourquoi Russie, Chine, qui ont aussi des problèmes avec leurs musulmans, soutiennent la Syrie. S'ils perdent la Syrie, en fait, ça veut dire que les Américains et l'Occident ont terrassé et le dragon et le grand ours. On va parler dans un instant de la manière dont l'opposition syrienne au régime de Bachar el-Assad s'organise, quels sont les différents courants et quelle est l'issue politique possible de ce conflit dans une minute. Sur BFM TV, Bourdin Direct. Ouais. Nous sommes avec Bassam Tahan, franco-syrien. Vous vivez aujourd'hui à Paris, vous avez de la famille à Alep, vous nous avez donné des nouvelles tout à l'heure. Vous êtes aussi membre du collectif pour la Syrie. Qu'est-ce que c'est le collectif pour la Syrie? Le collectif, je suis membre du collectif et porte-parole et un peu coordinateur. Alors le collectif pour la Syrie, nous, en deux mots, nous représentons l'avenir d'une Syrie démocratique où cette mosaïque d'ethnies, de confessions, comme elle a coexisté dans l'histoire, et brillé par sa culture, sa cuisine. Enfin, permettez-moi, le savon d'Alep s'exporte dans le monde entier. Alors, il vaut mieux que Alep continue à exporter du savon que des armes achetées ça et là. Alors, ce collectif-là a reçu l'aval et la signature de centaines d'intellos
arabes, franco-syriens, français, et qui tiennent des postes, ma foi, importants. En France, il y a une foultitude de médecins. Et nous croyons à une démocratie et à la non-violence. Donc ni Bachar el-Assad, ni les islamistes. Nous voulons, n'est-ce pas, un pays libre, démocratique, indépendant, qui ne subit aucun diktat de l'Occident et qui représente la résistance intérieure. Parce que toutes ces instances qui, soi-disant, représentent la résistance et la révolution ou le printemps arabe, sont pratiquement isolés de la réalité. On va parler de ces deux grandes instances principales, parce que peut-être qu'on peut faire un parallèle avec la situation de la France pendant l'occupation. Vous allez me dire si c'est malvenu ou pas de faire ce rapprochement. On a d'un côté l'armée syrienne libre, qui est composée essentiellement de militaires de l'armée de Bachar el-Assad qui ont déserté et qui se sont organisés à l'intérieur. Et puis on a à l'extérieur, depuis Istanbul je crois, le Conseil national syrien qui dit représenter aussi les différentes sensibilités de la Syrie. Vous voyez, à mon avis, le grand problème, c'est qu'il y a une concurrence, une rivalité entre ces deux, à tel point qu'à un moment, le Conseil national a voulu créer un bureau militaire pour court-circuiter l'armée libre. Syrienne, oui. Ce qui a conduit le chef de l'armée libre à leur dire « Qu'est-ce que c'est que cette démocratie que vous nous annoncez ?» Vous voyez ? Donc il y a cette rivalité. Il y a aussi que ces gens-là ne peuvent exister sans le soutien du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de la France. Alors, au début, c'est-à-dire que Fabius a hérité de ce dossier empoisonné d'Alain Juppé. Alain Juppé avait reçu à l'époque un rapport sur la Syrie, très contestable, qui n'est pas fait par des experts. Mais ça, vous voyez, c'est les erreurs du Quai d'Orsay, des coulisses. On croit, ah oui, c'est bon, puis c'est sûr. Bon, bref, je passe. On arrive à quoi aujourd'hui? L'Arabie Saoudite et le Qatar préfèrent quand même aider les gens islamistes comme eux, wahhabites. Et il ne faut pas oublier que la Syrie envoie à peu près 1,5 million d'ouvriers en Arabie Saoudite. Ils rentrent tous barbus, la moustache rasée, vraiment le look du salafiste. Alors Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'il se rendrait justement dans la zone à mi-août. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que la France, on a vu aussi un communiqué de l'Élysée hier soir qui annonce le fait qu'on va dépêcher des médecins à la frontière jordanienne, des médecins militaires? Moi, je trouve ça extraordinaire que l'Élysée enfin s'occupe de choses humanitaires concernant ce printemps arabe en Syrie. Mais c'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Mais alors, pourquoi des militaires? Expliquez-moi. Alors, on a les French médecins, n'est-ce pas? On est connus dans le monde entier, les French. Alors, pourquoi? Médecins sans frontières, médecins du monde. Oui, alors pourquoi le gouvernement veut envoyer des militaires? Ça me paraît un peu suspect, vous ne trouvez pas? Des militaires, hôpitaux, surtout quand on sait que Fabius a un passé, quand il était Premier ministre, permettez-moi, l'affaire de Greenpeace et des services secrets et du journaliste portugais qui est mort, je crois. Autant envoyer, ça c'est, je crois que... Enfin, moi, j'aurais préféré des civils. Mais vous avez Restons à l'écart. Bassam Tahan, vous avez l'impression quand même que la Syrie peut s'en sortir toute seule sans l'aide internationale? On a besoin d'aide internationale. Mais cette aide... De quelle manière, alors? Oui, mais cette aide, c'est, par exemple, Fabius peut faire pression sur ce club de Paris, ici. Peut impliquer tous les représentants du peuple syrien à Paris et pas uniquement quelques-uns qui courtisent. Non, il y a des gens... La Syrie est variée, il faut la prendre dans sa totalité. Militairement, que doit-on faire militairement? Vous nous parliez de la bataille d'Alep qui va être terrible, des déluges de munitions, vous nous disiez de bombes de 500 kilos. Vous voyez, à mon avis, l'erreur, c'était dès le départ. C'était qu'ils ont demandé au Conseil national syrien de ne pas négocier. Le Conseil, dès le début, a toujours refusé de négocier avec le pouvoir. Parce qu'il veut la chute de Bachar el-Assad. Il veut la chute de Bachar el-Assad, mais on aurait pu peut-être arriver au départ de Bachar el-Assad par des négociations et éviter ce massacre. Là, il est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'armée syrienne, tôt ou tard, va arriver à étouffer les gens de bonne volonté qui portent des armes, les islamistes barbus à la moustache rasée selon une certaine sunna salafiste, les mercenaires qui nous viennent d'Érythrée, d'Afrique du Nord, de Libye. Non, vous voyez, il faut dissocier. Il faut que nous, Français, on ait notre autonomie.
on n'est pas obligé de suivre les Américains. Les Américains veulent casser cet axe chiite, ce croissant chiite.